Jusqu'à ce que toutes les mers. Par Robert H. Barlow. L'homme se reposait sur le sommet érodé de la falaise, regardant au loin de l'autre côté de la vallée. Ainsi étendu, il pouvait voir à une grande distance, mais sur toute cette étendue desséchée, rien ne bougeait. Rien ne faisait voler la poussière de la plaine, le sable désintégré des lits de rivières depuis longtemps desséchés, où autrefois coulaient les torrents jaillissants lors de la jeunesse de la terre. Il n'y avait guère de verdure dans ce monde ultime, étape finale de la présence prolongée de l'homme sur la planète. Pendant d'innombrables siècles, la sécheresse et les tempêtes de sable avaient ravagé les continents. Les arbres et les arbustes avaient laissé la place à des arbrisseaux minuscules, rabougris, qui duraient longtemps à cause de leur robustesse. Mais à leur tour ils périrent sous l'assaut des herbes coriaces et d'une végétation fibreuse et rude dont l'évolution était étrange. La chaleur constante, tandis que la terre se rapprochait du soleil, desséchait et tuait de ses rayons impitoyables. Cela n'était pas venu immédiatement. Il avait fallu de longs siècles pour que l'on sente le changement. Et tout au long de ces premiers siècles, la forme adaptable de l'homme avait suivi une lente mutation et s'était modelée pour convenir à une atmosphère de plus en plus torride. Puis vint le jour où les hommes ne purent plus supporter que difficilement leur ville brûlante, et une récession progressive commença, lente mais marquée. Les villes et les établissements les plus proches de l'équateur avaient été les premiers, naturellement, puis vinrent les autres. L'homme, amolli et épuisé, ne pouvait affronter plus longtemps la chaleur qui augmentait inexorablement. Elle le desséchait sur place, et l'évolution était trop lente pour permettre à de nouvelles résistances de se développer chez lui. Ce n'était pourtant pas dès le début que les grandes villes de l'Équateur ont été abandonnées aux araignées et aux scorpions. Dans les premières années, il y eut beaucoup d'hommes qui restèrent, qui mirent au point de curieux boucliers, d'ingénieuses armures contre la chaleur et l'affreuse sécheresse. Ces âmes intrépides munirent certains immeubles d'écrans protecteurs pour endiguer la progression du soleil, créèrent des refuges, mondes miniatures où aucune arme protectrice n'était nécessaire. Ils conçurent des choses merveilleusement ingénieuses, si bien que pendant un temps, les hommes se maintinrent dans les tours, en train de se rouiller, espérant ainsi pouvoir s'accrocher au vieux continent, jusqu'au moment où cette calcination se terminerait. Car ils étaient nombreux à ne pas vouloir croire ce que disaient les astronomes. Ils attendaient le retour du vieux monde tempéré de jadis. Mais un jour, les hommes de date de la nouvelle ville de Niyara firent des signaux à Yuanario, leur capitale, dans les temps immémoriaux, et n'obtinrent aucune réponse des quelques habitants qui y étaient restés. Et quand les explorateurs parvinrent à cette cité millénaire de tours reliées par des ponts, ils n'y trouvèrent que le silence. Il n'y avait même pas l'horreur de la décomposition, car les lézards éboueurs avaient été rapides. C'est seulement alors que les gens réalisèrent que ces villes étaient perdues pour eux. Ils surent qu'il fallait les abandonner pour toujours à la nature. Les autres colons des terres chaudes s'enfuirent des stations qu'ils avaient courageusement installées, et un silence total régna désormais entre les hautes murailles de basalte de 1000 cités devenues vides. Finalement, rien ne restait de foules compactes et de multiples activités. Sur fond de désert sans pluie ne se détachaient plus que les tours calcinées des maisons vides, des usines, des édifices de toutes sortes, reflétant les rayons éblouissants du soleil et se desséchant dans une chaleur de plus en plus intolérable. Bien des régions avaient cependant échappé encore à la brûlure dévastatrice, si bien que les réfugiés furent bientôt abandonnés dans la vie d'un nouveau monde. Au cours de siècles étrangement prospères, les villes séculaires de l'Équateur désertées sombrèrent à moitié dans l'oubli et alimentèrent des fables fantastiques. Peu de gens pensaient à ces tours fantômes en train de mourir, à ces entassements de murs délabrés et de rues obstruées par les cactus, sombres, silencieux et abandonnés. Il y eut des guerres, criminelles et prolongées, mais les périodes de paix étaient de plus longue durée. Et toujours, cependant, le soleil dilaté accroissait son rayonnement à mesure que la terre se rapprochait davantage de ce parent ardent.
C'était comme si la planète avait eu l'intention de retourner à la source d'où elle avait été arrachée des millénaires auparavant, à travers les accidents de la croissance cosmique. Au bout de quelque temps, la brûlure s'étendit à l'extérieur en partant de la ceinture centrale. Le Yarat du sud brûla comme un désert sans habitants. Puis ce fut le nord. À Perat et à Baling, des cités antiques qui furent habitées pendant des siècles, rien ne bougeait plus que les formes squameuses du serpent et de la salamandre. Et à la fin, l'Othon ne retentissait plus que du bruit que faisaient de temps en temps en s'écroulant les flèches chancelantes et les dômes tombant en poussière. Continue, universelle, inexorable, était la grande éviction de l'homme des royaumes qu'il avait toujours connu. À l'intérieur de la ceinture touchée qui s'élargissait, rien n'était épargné. La déroute ne laissait personne de côté. C'était une tragédie épique, titanesque, dont l'intrigue n'était pas dévoilée aux acteurs. Cet abandon total des villes, des hommes, cela prit non pas des années, ni des siècles, mais des millénaires d'impitoyables changements. Et cela continuait toujours, lugubre, inexorable et sauvagement dévastateur. L'agriculture était dans le marasme. Le monde devenait vite trop aride pour que des récoltes soient possibles. On y remédiait par des produits artificiels de remplacement dont l'usage devint rapidement universel. Et lorsqu'on abandonnait les lieux anciens qui avaient connu les grandes réalisations des mortels, le butin récupéré par les fugitifs était de plus en plus réduit. Les objets représentant la plus grande valeur ou le plus d'importance étaient déposés dans les musées morts, perdus au cours des siècles. Et finalement, l'héritage d'un passé immémorial fut abandonné. Une dégénérescence à la fois physique et culturelle s'installa à la suite de cette chaleur insidieuse. Car l'homme avait si longtemps vécu dans le confort et la sécurité que cet abandon du décor du passé fut difficile, et ces événements ne furent pas accueillis avec flegme. À elles seules, leur lenteur était terrifiante. L'avilissement et la débauche devinrent rapidement monnaie courante. Le gouvernement était désorganisé, les civilisations régressaient sans but vers la barbarie. Lorsque 49 siècles après la propagation du fléau venu de la ceinture équatoriale, tout l'hémisphère occidental fut abandonné par ses habitants, le chaos était complet. Il n'y avait aucune trace d'ordre ni de décence dans les derniers épisodes de cette migration titanique, démente et impressionnante. La folie et la frénésie se répandaient parmi eux, les fanatiques poussaient des hurlements annonçant l'imminence d'un Armageddon. L'humanité n'était plus à présent qu'un pitoyable vestige des races anciennes, fuyant non seulement les conditions prédominantes, mais aussi la dégénérescence même de l'homme. Ceux qui le pouvaient émigrèrent dans les terres du Nord et de l'Antarctique. Les autres traînèrent pendant des années dans une incroyable Saturnale, doutant vaguement des désastres qui allaient arriver. Dans la ville de Borligo, il y eut une exécution massive de nouveaux prophètes, après des mois d'espoir déçus. Ils estimaient que la fuite vers le nord n'était pas nécessaire et ne voulaient plus regarder en face le dénouement qui les menaçait. La façon dont périrent ces créatures frivoles et inintelligentes qui croyaient pouvoir défier l'univers a dû être en vérité terrible. Mais les villes noircies, calcinées, sont muettes. Cependant, ces événements ne doivent pas être consignés, car il y a des choses plus vastes à considérer que cette chute complexe et sans précipitation d'une civilisation perdue. Pendant une longue période, le moral était au plus bas parmi les quelques hommes courageux qui s'étaient établis sur les rivages arctiques et antarctiques, devenus aussi tempérés que ceux du Yarat méridional dans un passé mort depuis longtemps. Mais là, on avait un répit. Le sol était fertile, et les arts pastoraux oubliés furent remis en honneur. Il y eut pendant longtemps un petit abrégé des terres perdues où l'on était satisfait. Cependant, là, il n'y avait ni foule nombreuse, ni vaste immeuble. Seuls quelques rares vestiges d'humanité survécurent au siècle de changement et peuplèrent des villages éparpillés de ce monde attardé. On ne sait pas pendant combien de millénaires cela continua. Le soleil était lent à envahir cette dernière retraite, et tandis que les siècles passaient, une race saine et vigoureuse se constitua.
Elle n'avait aucun souvenir des vieux pays perdus. Elle n'en connaissait pas les légendes. Ce nouveau peuple pratiquait quelque peu la navigation et la machine volante était complètement oubliée. Son matériel était des plus rudimentaires, sa culture était simple et primitive. Cependant, il s'en contentait et acceptait ce climat tiède comme quelque chose de naturel et d'habituel. Mais à l'insu de ces paysans simples, de nouvelles rigueurs de la nature se préparaient lentement. Les générations passant, les eaux du vaste océan insondé se perdaient lentement, enrichissant l'air et le sol desséché, mais s'enfonçant plus profondément à chaque siècle. Les vagues qui venaient se briser sur la plage scintillaient toujours autant, les remous tourbillonnaient toujours, mais une menace d'assèchement planait au-dessus de toute l'étendue liquide. Cependant, ce rétrécissement n'aurait pu être détecté que grâce à des instruments plus délicats que tous ceux que cette race connaissait. Même si le peuple s'était rendu compte de cette contraction, il n'est pas vraisemblable qu'il en soit résulté une grande inquiétude ou un grand trouble, parce que les pertes étaient si peu de choses, les mers étaient si vastes. Quelques pousses seulement pendant bien des siècles, mais pendant bien des siècles s'accroissant. Si bien que les océans finirent par disparaître. L'eau devint une rareté sur un globe cuit par le soleil en se desséchant de plus en plus. L'homme s'était lentement répandu sur les continents arctiques et antarctiques. Les cités équatoriales et beaucoup d'habitations plus récentes étaient tombées dans l'oubli, et même sorties de la légende. Et à présent, la paix était de nouveau perturbée, car l'eau était rare et ne se trouvait plus que dans les cavernes profondes. Il y en avait assez peu, même de celles-là, et les hommes mouraient de soif quand ils s'aventuraient dans des endroits éloignés. Cependant, ces terribles changements étaient si lents que dans chaque nouvelle génération, on était peu enclin à croire ce que l'on entendait dire par ses parents. Personne ne voulait admettre que la chaleur ait été moindre et l'eau plus abondante dans l'ancien temps, ou accepter l'avertissement d'après lequel viendraient des jours de chaleur et de sécheresse pires. Il en était ainsi même à la fin, lorsqu'il ne restait plus que quelques centaines de créatures humaines haletant à la recherche de leur respiration sous un soleil implacable. Une pitoyable poignée entassée là, sur les innombrables millions qui avaient autrefois habité la planète maudite. Et les centaines s'amenuisèrent, jusqu'à ce qu'on ne puisse plus compter les hommes que par dizaines. Des dizaines d'hommes se cramponnèrent aux cavernes à cause de leur humidité, qui se réduisait pourtant sans cesse. Puis ils surent que la fin était proche. Si réduits étaient leurs rayons d'action que personne n'avait jamais vu les minuscules, légendaires vestiges de glace qui subsistaient tout près des pôles de la planète, si même il en restait. Aurait-il existé et été connu de l'homme, personne n'aurait pu les atteindre, à travers de formidables déserts sans piste. Et ainsi, les quelques derniers survivants dépérirent. Cet enchaînement effrayant d'événements qui dépeuplèrent la terre entière ne peut pas être décrit. Ils s'échelonnent sur une distance trop stupéfiante pour qu'on puisse les décrire ou les jauger parmi ceux qui peuplaient la terre au temps heureux, des milliards d'années plus tôt. Seuls quelques prophètes et quelques fous auraient imaginé ce qui allait survenir, auraient eu la vision de ces terres silencieuses et mortes, de ces fonds sous-marins asséchés depuis longtemps. Les autres auraient douté de la menace de changement pour la planète et de déclin pour la race. Car l'homme s'est toujours pris pour le maître immortel des choses naturelles. Lorsqu'il eut adouci les derniers moments de la vieille femme, Hull, terriblement étourdi, s'engagea à l'aventure dans les sables éblouissants. Elle était effrayante, si ridée et si sèche comme des feuilles flétries. Son visage avait la couleur des herbes d'un jaune maladif qui bruissent dans le vent, et elle était épouvantablement vieille. Mais elle lui avait tenu compagnie. C'était quelqu'un à qui dire en balbutiant ses vagues terreurs, à qui parler de cette chose incroyable, une camarade qui partageait son espoir d'être secourue par des gens venus de ces autres colonies silencieuses au-delà des montagnes. Hull ne pouvait croire que personne ne vive ailleurs, car il était jeune et n'avait pas la certitude des vieux. Pendant bien des années, il n'avait connu que la vieille femme. Son nom était Mlatna.
Elle était arrivée ce jour de sa 11e année lorsque tous les chasseurs étaient allés chercher de la nourriture et n'étaient pas revenus. Hull n'avait pas de mère dont il pût se souvenir, et il y avait peu de femmes dans le petit groupe. Quand les hommes disparurent, ces 3 femmes, la jeune et les 2 vieilles, avaient poussé des cris affreux et avaient longtemps gémi. Alors la jeune était devenue folle et s'était tuée avec un bâton pointu. Les vieilles l'enterrèrent dans un trou peu profond qu'elles creusèrent de leurs ongles, si bien qu'Hull était seule quand Mladna, qui était encore plus vieille, était arrivée. Elle marchait en s'aidant d'un bâton noueux, relique sans prix des vieilles forêts, durci et rendu brillant à force de servir. Elle ne dit pas d'où elle venait, mais elle entra en vacillant dans la cabane où la jeune suicidée avait été enterrée. Elle attendit là que les 2 autres reviennent, et elles l'acceptèrent avec indifférence. C'est ainsi que cela s'était passé pendant bien des semaines, jusqu'à ce qu'elles tombent toutes les 2 malades, sans que Mladna puisse les guérir. Étrange que ces 2 jeunes aient été touchées tandis qu'elle, infirme et très vieille, survivait. Mladna s'était occupée d'elle pendant de longs jours et à la fin, elles moururent, si bien qu'Hull resta seule avec l'étrangère. Il hurla toute la nuit, si bien qu'elle perdit patience et menaça de mourir elle aussi. Alors, l'écoutant, il se calma instantanément car il ne tenait pas à la solitude complète. Ensuite, il vécut avec Mladna et ils ramassèrent des racines pour manger. Les dents gâtées de Mladna ne s'accommodaient pas de cette nourriture, mais ils imaginèrent de la hacher jusqu'à ce qu'elle puisse se débrouiller. Cette routine monotone consistait à récolter et à manger. Ce fut l'enfance d'Hull. À présent, il était fort et solide. Il était dans sa 19e année, et la femme était morte. Il n'avait plus rien qui le retienne. Il décida donc de chercher ces huttes légendaires de l'autre côté des montagnes et d'aller vivre avec des gens qui les habitaient. Il n'avait rien à emporter pour le voyage. Hull ferma la porte de la cabane. Pourquoi, il l'aurait su le dire, car il y avait bien des années qu'on ne voyait plus d'animaux, en laissant la femme morte à l'intérieur. À moitié abasourdi et effrayé de son audace, il marcha de longues heures dans les herbes sèches et finit par arriver au pied de la première colline. Vint l'après-midi. Il grimpa jusqu'à ce qu'il soit fatigué et il se coucha dans les herbes. Étendu là les bras en croix, il réfléchit à beaucoup de choses. Il se posait des questions sur la vie de ces étrangers, passionnément anxieux de rechercher la colonie perdue de l'autre côté des montagnes. Mais à la fin, il s'endormit. Quand il se réveilla, son visage était baigné de la lumière des étoiles, et il se sentit rafraîchi. À présent que le soleil était momentanément parti, il voyageait plus rapidement, en mangeant peu, et décidé à se hâter avant que le manque d'eau ne devienne difficile à supporter. Il espérait atteindre son but en un jour, et échapper ainsi à la soif. Aussi se hâta-t-il sous les étoiles brillantes, courant par moments dans l'air tiède, et à d'autres moments ralentissait à l'allure du trot. Il continua ainsi jusqu'au lever du soleil. Il était cependant encore dans les petites collines, avec 3 grands pics qui se profilaient devant lui. Il se reposa de nouveau à l'ombre. Puis il grimpa pendant toute la matinée. À midi, il atteignit le sommet du premier pic. Là, il s'étendit un instant et examina l'espace qui se trouvait avant la chaîne suivante. Hull se reposait sur le sommet érodé d'une falaise, en regardant au loin de l'autre côté de la vallée. Couché ainsi, il pouvait voir à une grande distance, mais dans toute cette étendue desséchée, il n'y avait rien qui bougeait. La seconde nuit arriva, et trouva Hull parmi les pics escarpés. La vallée et l'endroit où il s'était reposé étaient loin derrière lui. Il avait presque dépassé la 2e chaîne et il se hâtait encore. Ce jour-là, la soif l'avait terrassé et il regrettait sa folie. Cependant, il n'aurait pas pu rester là-bas avec le cadavre, seul dans les prairies. Il essayait de s'en convaincre et se hâtait toujours d'avancer en peinant. Et à présent, quelques pas seulement le séparaient de l'endroit où la falaise se divisait en 2. Il pourrait ainsi voir ce qu'il y avait au-delà. Hull trébuchait avec lassitude sur le chemin pierreux en se blessant encore davantage. Elle était toute proche devant lui, cette contrée où l'on disait que les hommes avaient vécu, ce pays sur lequel on racontait des histoires quand il était petit. Le chemin avait été long, mais le but en valait la peine. Un rocher d'une énorme circonférence lui obstruait la vue. Il l'escalada avec anxiété.
À présent, il pouvait apercevoir à la lueur du soleil couchant sa destination espérée depuis si longtemps. Sa soif, les douleurs de ses muscles, furent oubliées quand il eut la joie d'apercevoir, accroché à la falaise la plus éloignée, un petit groupe de maisons. Sans vouloir se reposer, aiguillonné par ce qu'il voyait, Hull courut en trébuchant et en rampant sur les 800 mètres qui lui restaient à franchir. Il croyait distinguer des formes parmi les cabanes rudimentaires. Le soleil était presque couché, ce soleil haïssable et dévastateur qui avait assassiné l'humanité. Il ne pouvait pas encore être sûr des détails, mais bientôt il serait près des cabanes. Elles étaient très vieilles, car des blocs d'argile durent longtemps dans le calme et la sécheresse du monde agonisant. Peu de choses en vérité avaient changé, sauf les choses vivantes, les herbes et les derniers hommes. Devant lui, une porte ouverte se balançait sur des gonds grossiers. Dans la lumière déclinante, Hull entra, mort d'épuisement, cherchant douloureusement les figures attendues. Alors il s'écroula sur le sol en pleurant, car un squelette très ancien et desséché était accoudé sur la table. Il finit par se lever, rendu fou par la soif, en proie à des douleurs insupportables, souffrant de la plus immense déception qu'un mortel puisse éprouver. Alors il était donc la dernière chose vivante sur le globe. L'héritage de la terre était à lui, tous les continents, mais tous d'une égale inutilité pour lui. Il se leva en chancelant, ne regardant pas la vague forme blanche qui luisait dans le clair de lune, et passa la porte. Il ira dans le petit village vide en cherchant de l'eau et en inspectant tristement cet endroit, vide depuis longtemps, préservé comme un spectre par un air sans changement. Ici, il y avait une habitation, là un endroit simple où des objets étaient fabriqués, de la vaisselle de terre ne contenant que de la poussière et, nulle part, aucun liquide pour étancher sa soif lancinante. Et là, au centre de la petite ville, Hull vit la margelle d'un puits. Il savait ce que c'était car Mladna lui avait raconté des histoires où il en était question. Avec une joie pitoyable, il se lança en avant et se pencha sur le bord. Cela marquait enfin le terme de ses recherches. De l'eau. Vaseuse, stagnante et peu abondante, mais de l'eau, là, sous ses yeux. Hull poussa un cri d'animal torturé, chercha à tâtons la chaîne et le seau. Sa main glissa sur le rebord vaseux, il tomba, sa poitrine reposant à travers la margelle. Il resta là un moment, puis sans un bruit son corps fut précipité dans le gouffre noir. Il y eut un léger bruit d'éclaboussure dans les ténèbres de cette eau peu profonde, au moment où il heurtait quelques pierres tombées là de longue date, décellées depuis des siècles du chaperon. Des rides s'effacèrent de la surface de l'eau. Et maintenant, pour finir, la terre était morte. Le dernier pitoyable survivant était mort. Tous les milliards d'êtres foisonnants, les siècles lents à s'écouler, les empires et les civilisations du genre humain se résumaient dans cette pauvre forme tordue, et comme tout cela avait été monumentalement dépourvu de signification. À présent, vraiment, était venue la fin et l'apogée de tous les efforts de l'humanité. Quelle apogée monstrueuse et incroyable aux yeux de ces pauvres fous pleins de satisfaction des jours de prospérité. La planète ne connaîtrait plus jamais le bruit de tonnerre que font les pas de millions d'hommes, ni même la reptation des lézards et les bourdonnements des insectes, car eux aussi étaient partis. À présent était venu le règne des branches desséchées, et à perte de vue des champs d'herbes épineuses. La terre, comme sa froide, imperturbable lune, était abandonnée pour toujours, au silence et à l'obscurité. Les étoiles continuent à tourner, le plan insouciant continuera pendant des infinités inconnues. Ce dénouement banal à un épisode négligeable n'intéresse pas les nébuleuses lointaines ou les soleils nouveau-nés qui se développent et qui meurent. L'espèce humaine, trop chétive et trop précaire pour avoir une fonction réelle ou un but, était comme si elle n'avait jamais existé. C'est à une telle conclusion qu'avaient conduit les siècles de son évolution laborieuse et risible. Lorsque le soleil mortellement dangereux darda ses premiers rayons à travers les vallées, il y en eut un qui trouva son chemin jusqu'à la figure lasse d'une silhouette brisée, gisant dans le limon.